Bonjour et bienvenue donc à la médiathèque Émile Zola. Aujourd'hui, nous recevons l'association Instant Science qui nous fait le plaisir d'organiser un événement, alors initialement soirée culte, mais comme on est dans l'après-midi, ce sera plutôt un instant culte, et qui donc vous propose d'étudier des œuvres de pop culture, mais sous le prisme d'un regard plutôt scientifique. Nous sommes donc en présence de Aurélie Sellerier et Bertrand Bouchard, qui sont du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et sont spécialistes des mammifères marins et des cétacés en particulier. Et donc ces deux personnes vont faire une étude comparée entre l'imaginaire et le réel, entre les Tulkuns d'Avatar et les baleines du vrai monde. Je vous laisse donc entre leurs mains. Merci. Alors, je vais prendre le relais du coup. Donc Anaïs d'Instant Science, je vais animer du coup ce temps avec nos deux chercheurs. Je suis accompagnée du coup de Océane à la technique. Et donc du coup, je vois qu'il y a des fans d'Océane au fond. Oui, des petits cœurs, hein, c'est mignon. Donc, on est Instant Science, une association. On développe plein de projets en fait autour des sciences et on développe notamment donc ce projet Soirée culte, Instant culte, selon le moment où on le propose, qui est de décrypter des œuvres de la culture populaire, donc séries, films, jeux vidéo du moment, avec des spécialistes, donc comme nos spécialistes aujourd'hui. Donc, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on a un compte, on a plus de 30 000 abonnés. N'hésitez pas à vous connecter si jamais vous avez Instagram et que vous êtes intéressé par le projet. Sur TikTok et aussi de temps en temps, on peut faire des événements Twitch. Donc voilà, l'idée c'est de faire exactement la même chose que ce qu'on fait donc sur nos événements comme aujourd'hui, de décrypter des séries, des films, des jeux vidéo, voilà, divers et variés, Harry Potter, Star Wars, etc. Et puis, du coup, d'en apprendre plus sur plein de thématiques différentes à travers nos œuvres préférées. Donc, on est aujourd'hui réunis pour parler d'Avatar. On aura un petit jeu d'abord, un petit jeu d'introduction pour se mettre en jambes. Ensuite, on va plonger avec les Tulkuns et avec nos deux intervenants, du coup, Aurélie Sellerier et Bertrand Bouchard. Et à la fin, il y aura un quiz. Donc un petit quiz avec une dizaine de questions sur Avatar, avec quelques lots à la clé. Je vous les présenterai après. Et l'idée, c'est d'utiliser du coup l'application Kahoot. Donc c'est une application que vous pouvez du coup vous devez aller sur votre téléphone pour avoir accès à l'application Kahoot. Vous y allez soit sur votre navigateur avec kahoot.it, soit télécharger l'application. Donc voilà, je vous laisse choisir pendant l'intervention et on se retrouve du coup à la fin pour le quiz avec cet outil Kahoot. Donc voilà, on va finir cet événement aux alentours de 17h. Voilà, l'idée c'est que ça dure environ 1 heure. C'est parti, on va commencer du coup par le jeu d'intro, Avatar ou pas Avatar. Donc très simple, donc nos intervenants peuvent jouer aussi. On va vous diffuser des images issues des films ou issues de la réalité. Donc il faudra dire Avatar ou pas Avatar. Si vous pensez que c'est issu des films, vous dites Avatar. Si c'est pas issu, vous pensez que c'est pas issu des films et que c'est une photo réelle, du coup pas Avatar. L'idée c'est qu'on va voter à main levée, ce sera plus simple. Et donc je veux dire voilà, qui vote Avatar, qui vote pas Avatar, et on verra du coup les réponses au fur et à mesure. Donc c'est parti pour la première image. Alors, qui pense que c'est de Avatar? Qui pense que c'est... Alors, Avatar donc, du coup, une image issue de la réalité, pas Avatar? Eh ben, vous êtes tous tombés dans le panneau. Bravo, bravo. Océane, tu l'as briefé, c'est ça? Non? T'es sûr? Donc, on passe à la... Alors, c'était dans Avatar 1. Donc, cette image, est-ce que vous pensez que ça vient d'Avatar? Non? Personne? De pas Avatar? De pas Avatar. De la réalité? Oui, c'est bien ça. C'est un récif corallien, voilà, on a un petit peu bleuté. Image suivante.
Alors, qui pense que ça vient d'Avatar? Et qui pense que ça ne vient pas d'Avatar? Ah, on ne la fait pas. Hein. Donc c'est un Toolcoon qu'on va rencontrer un petit peu plus après et discuter justement avec nos intervenants. C'est un œil de Toolcoon. Prochaine image. Alors, qui pense que ça vient d'Avatar? Ah, là, les gens sont un peu plus... Qui pense que c'est pas Avatar? Ah, c'est un peu moitié-moitié. Hein. Eh bien, c'est Avatar, c'est dans le deuxième. C'est du coup un satellite qui tourne autour de Pandora. Prochaine image. Alors, qui pense que ça vient d'Avatar? 1, 2, 3, 4, 5. Pas Avatar? Eh bien, c'est pas Avatar. La majorité a parlé, la majorité a gagné. Donc en fait c'est un peu tricky. Hein. C'est donc du coup des vraies fleurs qui ont été utilisées pour justement Avatar 2 dans un cinéma, le cinéma de Toulouse, et ils ont du coup mis dedans injecté une sève bioluminescente. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas naturel. Mais bon, du coup, c'est quelque chose voilà, qui est une photo réelle. On va passer à la photo suivante. Alors, qui pense que c'est d'Avatar? Qui pense que c'est pas Avatar? Donc c'est bien Avatar. Vous avez une bonne mémoire. Ceux qui ont voté Avatar. Et donc du coup, c'est des navis voilà, qu'on voit en reflet. Image suivante. Alors, qui pense que ça vient d'Avatar? Non, plutôt, ça penche plutôt pour Avatar. Et pas Avatar. Et donc, c'était bien Avatar. Donc, c'est Avatar 2. Au début, quand ils découvrent du coup, la tribu des Metkayina et qui plongent du coup, dans l'eau et qui découvrent toute la faune et la flore aquatique. Alors, on va passer à une prochaine image. Qui pense que ça vient d'Avatar? Une personne, deux, trois personnes. Qui pense que c'est Pavatar? Eh bien, c'est bien Pavatar. Océane, tu n'as pas bien briefé ton ami, finalement. Donc ça se voit que tu ne l'as pas briefé, très bien. Donc c'est une photo réelle, bon, je pense un petit peu modifiée sur Photoshop, certainement. Et donc c'est de la bioluminescence naturelle, donc c'est des phytoplanctons du coup, qui émettent de la lumière naturellement. Donc ça fait des jolis clichés. Dernière image. Alors, qui pense que ça vient d'Avatar? Quelques personnes. Pavatar? Oui, c'est bien Pavatar. Donc c'est une image de la nature certainement photoshopée également. On a mis une petite lumière bleue quand même pour induire en erreur. Mais c'est bon, la plupart ont réussi à trouver la bonne réponse. Ben, merci beaucoup d'avoir joué. On va maintenant papoter avec nos intervenants. C'est parti pour un petit jingle. Alors, du coup, donc comme tout à l'heure, on vous a présenté donc, Bertrand Bouchard et Aurélie Sellerier donc, du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, voilà, c'est ça, de Montpellier. Est-ce que vous voulez dire des choses en plus, des éléments en plus pour vous présenter ? Non, juste dire que voilà, c'est un laboratoire qui dépend aussi de l'Université de Montpellier. Faut allumer. Et attendre un petit peu. Et c'est parti. C'est bon. Pour dire aussi qu'on est très content d'être là, un dimanche après-midi avec vous, pour parler de nos animaux, de nos modèles d'études, donc les mammifères marins, les cétacés en particulier, et qu'on travaille ensemble avec Aurélie depuis maintenant pas mal d'années sur des questions d'écologie sensorielle pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils voient le monde par leurs différents sens. Et donc voilà, on a été contacté par Anaïs pour venir parler de tout ça avec vous. Si vous avez des questions, on va être très content d'y répondre.
Et ça fait aussi partie de notre travail de chercheur. C'est pas juste être dans un laboratoire ou d'être en mer et récolter des données et publier dans des articles scientifiques. C'est aussi de diffuser cette information au plus grand nombre, parce que la culture scientifique, elle est cruciale aujourd'hui, de plus en plus dans notre monde, avec plein d'informations, qui regorgent d'informations. Donc voilà, on est très content de participer à la diffusion des connaissances qu'on peut acquérir sur le terrain. Merci beaucoup pour ce message. Donc, pour l'intervention, on va diffuser 2 extraits et on va du coup les décrypter. N'hésitez pas, si vous voulez, poser des questions, à lever la main et donc du coup et poser votre question. Alors, comme on n'est pas nombreux, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser votre question bien fort. On ne va pas forcément vous donner un micro, pardon. Et voilà, je le répéterai et nos intervenants pourront répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas, pendant la conversation, si vous avez vraiment une question sur ce qui est en train de se dire, n'hésitez pas à poser la question. Alors, donc du coup, l'idée c'est donc de diffuser un premier extrait et d'en discuter après. Un premier extrait où on voit les Tulkuns qui arrivent, qui reviennent, donc du coup dans le village Awayatlu. Je ne me suis pas du tout entraînée, de la tribu des Medcaïna, et ils reviennent de migration. On va regarder cet extrait. Alors déjà, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est vraiment très très beau, cet retour de migration, donc les images qui sont proposées dans ce film. Et donc, dans cet extrait, on voit en particulier 3 espèces marines. Alors, on va du coup le diffuser. Donc, on a tout en haut les Tulkuns. Du coup, par ici, donc les Ilous, en bas à gauche pour vous, et les Tsuraks, du coup, en bas à droite. Donc, je vais me pencher du coup du côté de mes intervenants et leur demander, vous pouvez allumer les micros, du coup, à quelle espèce on pourrait comparer ces 3 créatures marines qu'on voit, quelle espèce réelle? On peut peut-être demander au public aussi. On peut peut-être demander au public. Donc du coup, on en a dit, on a un peu parlé du Tulkun tout à l'heure. Mais bon, ça ressemble à une baleine. Mais quelle espèce de baleine? Parce que des espèces de baleines, il y en a plusieurs dizaines. Donc, est-ce que ça vous fait penser à une espèce en particulier? Alors, tout en haut, oui, une baleine à bosse. D'autres propositions? En blanc? Oui, tu es blanc. Une baleine bleue. Et en haut à gauche? Non, en noir? Non. Le jeune garçon tout en haut? Baleine bleue aussi? Baleine bleue. C'est vrai qu'il est... Ouais. On aurait plutôt tendance à dire baleine à bosse pour différentes raisons. Oui. Ça ressemble à un requin marteau. Exact. D'autres marques sur les Tulkuns en haut qui pourraient ressembler à une espèce marine ou... Ouais, on est d'accord sur baleine à bosse. Peut-être Aurélie, tu peux détailler peut-être les ressemblances ou les... Oui, moi aussi quand je les ai vus, j'ai pensé aux baleines à bosse. Alors c'est intéressant que tu aies dit que ça ressemble à un requin, parce qu'effectivement un requin marteau, il y a les petites excroissances au niveau de la tête. Effectivement, les baleines et les requins, les cétacés et les requins appartiennent pas au même groupe taxonomique. Les requins, c'est des poissons. Et les cétacés, dont les baleines, c'est des mammifères, donc des mammifères comme nous. Quand on parle de cétacés, du coup, on parle donc de mammifères, ouais. mais... Alors, les cétacés sont des mammifères, comme nous, donc des mammifères marins. Il y a plusieurs groupes de mammifères marins. Parmi ces groupes de mammifères marins, donc, il y a les cétacés qui comprennent 2 familles. La famille des cétacés à fanon, les baleines, pour le dire simplement, et la famille des cétacés à dents, qui comprend les dauphins, les cachalots, parmi les dauphins, les orques, les baleines à bec, des cétacés qui ont des dents et qui sont des prédateurs. On reviendra peut-être là-dessus. Et donc, du coup, les mammifères, c'est comme nous, ce sont donc les cétacés, ils sont plus proches de nous qu'ils ne le sont des poissons, et les requins sont des poissons.
malgré le fait qu'ils ils partagent des caractéristiques morphologiques en commun. Voilà, c'est vrai que morphologiquement, on a souvent tendance à trouver que les dauphins, il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas, que les dauphins ressemblent aux requins morphologiquement. Et ça, c'est plutôt lié au fait qu'ils partagent un environnement commun et qu'ils ont été soumis aux contraintes écologiques d'un environnement particulier qui est le milieu aquatique, qui a façonné, qui a imposé des contraintes évolutives et qui a façonné donc par exemple des corps hydrodynamiques pour pouvoir se déplacer dans ce milieu très visqueux. Donc voilà, tout ça pour dire que la proximité de forme entre les requins par exemple et les dauphins est plutôt une proximité d'ordre environnemental et pas d'ordre de parenté, puisque en vrai les dauphins ils sont plus proches de nous que des requins. Que les requins, voilà. Il y avait une question par là-bas, oui. Donc un arrière de homard. Parce que il y a plusieurs lobes. Effectivement, il y a plusieurs lobes. C'est vrai que la queue, elle est un peu différente avec ces sortes de... Ouais, on a comme deux queues superposées. Ça peut faire penser, oui, à certains crustacés qui ont des palettes natatoires au bout de leur abdomen et qui leur permet de s'échapper, de fuir en reculant. Pour le coup, là, dans le film, on le voit plutôt se propulser vers l'avant. Mais c'est vrai que c'est une différence avec les baleines qui, elles, ont juste une nageoire caudale. Sinon, pour les baleines à bosse, pourquoi ça nous fait penser aux baleines à bosse aussi? Parce qu'ils parlent de migration déjà. Et donc, c'est vrai que la baleine à bosse est typiquement un rorqual qui migre des eaux froides, donc de l'Antarctique ou de l'Arctique, pour venir se reproduire dans les eaux chaudes. Il y a aussi ces fameux sauts, ce qu'on appelle des breaches, qui a le comportement assez typique de la baleine à bosse. Les autres le font, mais c'est plus rare. Dans les eaux chaudes de reproduction, les baleines sautent parfois, leur corps s'extrait complètement de l'eau. Et ça, on le voit bien, c'est très bien animé dans le film. Après, il y a quand même quelques différences parce que on le voit peut-être pas là, mais dans le film, on le voit, il y a 4 yeux. Donc ça, c'est clairement oui. pas la réalité. C'est une petite diversion. Et ces cornes céphaliques, oui, ça ressemble au requin marteau. Donc on peut un peu se demander à quoi ça peut correspondre. Est-ce que c'est pour l'hydrodynamisme? On sait que chez le requin marteau, ça sert aussi à avoir une sorte de vision plus stéréoscopique parce qu'ils ont les yeux au bout de ces cornes céphaliques. Okay. Là, c'est pas le cas. Mais on pourrait se dire que ça pourrait être des organes sensoriels, hydrodynamiques ou sensoriels, si par exemple il y a de la électroréception, magnétoréception. Enfin, c'est des formes qu'on voit assez couramment dans le milieu marin. Un autre argument aussi qui fait penser à la baleine à bosse, c'est les nageoires pectorales. Parce que le nom latin de la baleine à bosse, c'est mégaptère. Et mégaptère, ça veut dire grosse aile. Okay. Et donc ces nageoires pectorales, elles sont particulièrement développées et on le voit bien dans le film aussi, elles s'en servent pour claquer. Et ça ressemble vraiment aux nageoires pectorales des baleines à bosse. Et un autre argument aussi, c'est les sons qui sont émis. Les sons qui sont émis, ça approche énormément des sons des baleines à bosse, des chants qui sont... Mais justement, on peut peut-être entendre on a préparé des sons. Et donc, on peut écouter la baleine à bosse. Ouais, donc ça, c'est des chants typiquement qu'on peut entendre si on met la tête sous l'eau dans les eaux dans les eaux chaudes où les baleines à bosse viennent se reproduire. Elles les émettent beaucoup moins dans les eaux froides. Et il y a encore un débat sur l'utilité de ces chants, mais a priori, ils sont émis presque uniquement par les mâles. Et c'est un peu comme certains chants d'oiseaux, une sorte de parade nuptiale. On pense que ce serait lié à ce qu'on appelle le fitness, c'est-à-dire la valeur sélective, et donc utilisé par les mâles pour signifier à quel point ils sont en bonne santé, ils sont gros, ils sont puissants. Et donc il y a une sorte de compétition de chants avant la sélection du mâle par la femelle. Pour se reproduire, du coup. Pour se reproduire.
Rebondir aussi sur la proposition qui a été faite sur le fait que ça pouvait éventuellement être des baleines bleues. La baleine bleue, c'est le plus gros animal que la Terre ait jamais porté, dans le passé y compris, hein, donc plus grand que les plus grands dinosaures. Parce qu'une baleine bleue, ça peut faire presque un peu plus de 25 mètres. Et donc ces baleines-là, enfin ces créatures qu'on voit là, les tulkuns, ils sont quand même plus petits, ils semblent plus petits. C'est pour ça aussi qu'on peut exclure leur proximité avec les baleines bleues. Une baleine bleue, voilà, ça fait 150 tonnes. Et voilà, ça a l'air d'être des créatures plus petites. Et on n'a pas parlé des petits ilous. Justement. Donc les ilous, ceux-là, donc à gauche. Peut-être le public a une idée. À quoi ça peut faire penser? Oui. Donc un dinosaure préhistorique qui vit dans l'eau, ouais. Oui. Des dauphins. Oui, devant. Une raie manta. C'était pareil, c'est ça? C'est des bonnes propositions. Ouais. Carrément. Oui. Un papillon? Donc si on lui coupe la tête, ça ressemble à un papillon. Oui. Pourquoi? Le côté aile. Carrément. On va éviter de lui couper la tête quand même. Ouais, c'est un peu toutes ces bonnes réponses. Là, on est un peu plus loin d'une espèce qui habite actuellement sur Terre, qu'on trouve dans nos océans. Clairement, le côté raie manta par les ailes. L'eau, c'est un milieu visqueux plus que l'air, mais certaines créatures marines, comme les raies qui sont proches des requins, ont des grandes ailes qui leur permettent de flotter et de naviguer dans l'eau en portant leur poids sur l'eau. Et donc, effectivement, ça peut y faire penser. Et le côté dinosaure, reptile marin aussi, ça fait penser aux plésiosaures qui habitaient avant la grande extinction du Crétacé-Tertiaire, qui peuplait les mers avant les mammifères. Et clairement, le grand cou, ça pouvait être des animaux qui pouvaient faire 15 mètres avec des grands coups et qui avaient 2 paires de nageoires pour se propulser. Donc clairement, très bonne proposition. Aurélie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, quand je les ai vus, j'ai pensé que c'était des dauphins. La proposition a été faite parce que les arguments qui les rapprochent des dauphins, c'est la façon de se déplacer, l'ondulation. Toujours avec cette distinction entre les cétacés qui sont des mammifères et les poissons ou les reptiles qui appartiennent à un autre groupe taxonomique. Pour se déplacer dans l'eau, il y a 2 solutions. Soit on se déplace en faisant des mouvements sinusoïdaux dans ce plan-là, soit on se déplace en faisant des mouvements sinusoïdaux dans ce plan-là. Et il n'y a que les mammifères qui se déplacent en faisant ça. Et si vous regardez le déplacement des ilous, c'est un déplacement comme ça. Et leur nageoire caudale, donc la nageoire postérieure, elle est dans le plan horizontal. Alors que les poissons ou les reptiles, ils ont généralement des nageoires qui sont dans le plan vertical. Donc il y a cet argument de la façon de se déplacer qui, moi, me fait penser qu'il se rapproche plutôt des dauphins. Et puis les sons, là encore, parce que les sons qui sont émis par ces animaux-là, c'est des sons clairement à rapprocher des dauphins. Donc on entend 2 types de sons, si vous avez fait attention. On entend des sons qui sont plutôt des cliquetis, qui sont des sons que les dauphins utilisent, que les cétacés Adam utilisent pour percevoir leur environnement, un peu comme les chauves-souris, envoyer des sons dans leur environnement et analyser les échos renvoyés par l'environnement, donc pour voir leur environnement avec leurs oreilles en quelque sorte, et des sons qui sont plus des sifflements et qui là sont plus utilisés dans la communication. Et je crois qu'on entend ces 2 types de sons quand on voit ces animaux-là. Alors on peut les entendre du coup, si tu souhaites. Voilà. Donc on entend les petits clics, qui sont des sons d'écholocation. Et on a entendu des petits sifflements aussi. Alors ça fait penser à la tête du beluga sans museau. Oui, effectivement, les dauphins tels qu'on les imagine, ils ont un rostre, donc effectivement un bec qui a des propriétés hydrodynamiques qui permettent de fendre l'eau comme l'étrave, mais pas tous les cétacés à dents ont ce bec, et justement
Les belugas font partie de ceux qui en ont pas. Et les globicéphales aussi, une espèce sur laquelle on travaille, n'ont pas spécialement... qui est là. Voilà, n'ont pas spécialement de bec. Donc il y a effectivement certaines espèces qui n'ont pas. Les marsouins aussi ont plutôt des petits becs. Et juste pour vous donner une idée de la diversité de ces espèces, on a parlé des cétacés aphanons, donc, qui sont grosso modo les baleines. Il y a une douzaine d'espèces sur Terre actuelle, donc de cétacés aphanons. Et concernant les cétacés à dents, donc marsouins, dauphins, les dauphins, dauphins de rivière, parce que là on parle d'espèces qui sont marines, mais effectivement il existe aussi des dauphins qui vivent dans les eaux douces. Les orques, les cachalots, en tout il y a à peu près 70 espèces de cétacés à dents, donc une grande diversité. Donc c'est probable que ces espèces-là, ces espèces imaginées dans Avatar, elles prennent des attributs de toute cette diversité. Ils ont certainement dû visionner des images de ces espèces-là pour pouvoir recréer les espèces d'Avatar. Et oui, il y a un autre truc qui me vient, c'est que aussi, on a parlé de différence entre les poissons et les cétacés. On voit très clairement sous l'eau, là, on voit des bulles. On voit que ces animaux émettent des bulles. Et donc, ça nous indique très clairement que ce sont des animaux qui vont respirer de l'air grâce à des poumons et pas du tout qui vont respirer sous l'eau comme le font les poissons grâce à des branchies. Donc la présence de ces bulles d'air nous indique aussi leur nature mammifère, en fait, leur nature respiration pulmonaire. Ouais, ou reptiles qui ont aussi des poumons. Mais effectivement, en plus, les bulles, elles ne sont pas de n'importe quelle forme. Elles sont, à un moment, ils en font les anneaux, comme les dauphins le font régulièrement pour jouer. Ouais. Donc, bon point pour les bulles. Et du coup, la dernière créature, les tsuraks, qui du coup se déplacent au-dessus de l'eau. Oui. Poisson volant. Un espadon papillon. Oui, là-haut. Oui. Ouais. D'autres propositions? Aiguille crocodile. Ok. Un brochet. Ouais. Oui, devant. Encore un papillon. Une sardine avec un bec et des ailes de papillon. Oui, et au milieu? Oui. Un gavial. Une murène et... Bon, c'est déjà pas mal les deux propositions. C'est déjà pas mal. Et juste, un dernier. Un gavial et un martin pêcheur. Ok, waouh. Il y en a plein. Génial. Une belle chimère. Ouais. Et ben ouais, tout ça des belles propositions. Alors clairement, les ailes font passer à un poisson volant, mais aussi un papillon vu la coloration. Même si les poissons volants peuvent avoir des ailes un peu rougeâtres, là, elles sont vraiment très colorées. Donc ça fait effectivement penser aux papillons. Tout ce qui est gavial, brochet, donc grand prédateur avec plein de dents pointues comme des aiguilles. Donc ça fait pas penser du coup pour le coup à un poisson volant qui mange d'habitude plutôt du plancton, des toutes petites proies qui nagent dans l'eau. Là, pour le coup, ça fait carrément prédateur. Et gavial, du coup, c'est un poisson? Gavial, c'est un reptile, type caïman qui vit dans les rivières et donc qui a un très long museau. Oui. Un barracuda. Encore, poisson prédateur, clairement. Ouais. Aurélie, est-ce que tu avais... Non, je dirais pas mieux. Je dirais pas mieux. Juste... si pour faire la distinction et séparer les caractéristiques de ces d'un côté donc plutôt mammifères marins et puis là plutôt poissons, reptiles marins. Il y a les questions de respiration qu'on a dit, mais il y a aussi les questions de température corporelle. Les mammifères comme nous ont une température contrôlée, régulée, maintenue relativement haute. Pour les dauphins et les baleines, c'est aux alentours de 36 degrés. Nous, c'est 37. Donc, on voit que ça va poser des contraintes écologiques pour ces animaux qui vivent
même quand ils vivent dans des eaux tropicales qui sont plus froides. Donc il va falloir trouver de l'énergie et un métabolisme pour se chauffer. Alors que les poissons ou les reptiles sont des animaux qui sont à température non régulée, qui vont être à la température de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc il ne faut pas dire à sang chaud ou à sang froid, puisque voilà, s'ils sont dans un environnement chaud, leur sang sera chaud. Ouais. Mais en tout cas, voilà, une différence entre des espèces qui régulent leur température, qu'on appelle les homéothermes, comme nous, comme les mammifères, et des espèces qui ne régulent pas leur température corporelle et qui sont à la température du milieu dans lequel ils se trouvent. Et puis voilà, il y a d'autres différences, bien sûr, les mammifères qui allaitent, mais qui allaitent leurs petits, mais ça peut-être on aura l'occasion d'en parler après. Alors du coup, le temps passe. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à l'extrait, aux 3 créatures qu'on a N'hésitez pas par la suite, hein, si jamais vous avez une question. On va du coup passer à l'extrait suivant. Et on va en discuter tous ensemble. Donc cet extrait, c'est Payakan, donc le tulkun, qui est exclu des autres tulkuns et qui du coup est avec l'OAC. Et donc on va découvrir tout ça. C'est parti. Vous avez peut-être pu observer aussi un petit peu plus tout ce qui a été dit avant sur les tulkuns, du coup, par rapport à la comparaison aux baleines à bosse. Donc là, au tout début de l'extrait, on voit l'OAC qui parle donc avec le tulkun, avec Payakan, et on voit en fait la vision du tulkun. Et ça me permet du coup de vous poser la question par rapport à la vision des baleines à bosse en particulier, vu qu'on a pas mal comparé le tulkun à la baleine à bosse. Est-ce qu'on sait des choses sur la vision ? Qu'est-ce qu'on sait ? J'en suis sûre qu'on sait des choses, mais qu'est-ce qu'on sait du coup de la vision des baleines à bosse ? Est-ce qu'ils se sont inspirés ou pas ? Alors, on ne sait pas tant de choses que ça sur la vision, parce que par essence, la vision, c'est un sens qui passe par une perception, une sensation qui est une expérience unique et personnelle. Donc on ne peut pas savoir comment les baleines voient le monde, mais par contre on peut étudier la façon dont est constitué leur œil pour pouvoir faire des inférences, mais ça ne nous dit pas comment elles voient le monde. Et effectivement, Bertrand a fait remarquer tout à l'heure, elles ont ici 4 œils, 4 yeux, je ne sais pas comment on dit, donc c'est pas le cas, il y en a 2, mais ils sont disposés latéralement. Ce qui fait que c'est des animaux dont on peut supposer qu'ils ont un champ de vision assez large, un peu comme les chevaux, donc ils voient un peu derrière, sur les côtés, un peu devant. Probablement pas une vision binoculaire très efficace. Nous, on a les yeux sur la face, donc on a une vision en relief qu'on appelle binoculaire qui est importante. C'est probablement pas le cas. Et après, il y a tout un tas de caractéristiques. Donc, on sait que, par exemple, je parle des yeux des cétacés en général, pas que des baleines à bosse, mais globalement, il y a différentes cellules photoréceptrices dans notre rétine qui nous permettent de voir, les cônes et les bâtonnets. Et on sait qu'il y a très peu de cônes dans les yeux, dans la rétine des cétacés. Les cétacés, ouais. Et les cônes, ce sont les cellules visuelles qui permettent de voir les couleurs. Donc, on peut supposer que la vision des couleurs n'est pas forcément très développée chez ces espèces-là. On sait aussi qu'il y a en arrière de la rétine une couche de cellules réfléchissantes qu'on appelle le tapetum lucidum, qu'on retrouve chez les chats, chez les requins, qui fait que quand on éclaire l'œil, on voit les yeux briller. Et c'est une structure particulière qui permet à ces animaux d'utiliser la moindre luminosité. Donc ça leur permet d'avoir une vision efficace, même dans des conditions de très faible luminosité. Ils peuvent exploiter le moindre photon de leur environnement. Aussi, on sait qu'ils sont capables d'adapter la courbure de leur cristallin, qui est une structure qui est dans l'œil, à l'indice de réfraction de l'eau et de l'air, ce qui laisse penser qu'ils doivent aussi bien voir clair dans l'eau que dans l'air, ce qui n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas, ouais. On est obligé de mettre un masque pour voir bien sous l'eau, parce que notre cristallin n'est pas capable de s'adapter. Et on sait aussi qu'ils n'ont pas de glande lacrymale. Donc, ils ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas. Ils ne peuvent pas pleurer. Par contre, ils ont une petite glande qui s'appelle la glande de Harder qui permet de sécréter une substance un peu graisseuse
pour protéger leur œil de l'irritation du sel pour les espèces qui vivent dans l'eau, et qui peut donner l'impression, effectivement, quand on voit des animaux échoués, qu'ils pleurent, mais en fait, voilà, c'est le produit de cette glande qui est à destination de la protection de la cornée par rapport à l'irritation du sel. Et puis nous, on utilise beaucoup la vue, mais potentiellement, ce genre d'espèce... Je vais laisser, Donc, Oui, tu as raison. Les cétacés, globalement, ils vivent pour certains d'entre eux, surtout dans le noir, parce qu'ils vont chasser à grande profondeur. Donc, dès qu'on passe 100 mètres de profondeur, et la plupart des cétacés descendent là très facilement, c'est le noir absolu. Donc, au bout d'un moment, la vision ne sert plus à rien. Mais grâce à ce tapetum lucidum, ils profitent du moindre photon pour pouvoir quand même utiliser leur vue. Mais principalement, c'est des animaux qui vivent globalement dans un monde sonore où ils ont une très bonne ouïe. Et comme on le disait tout à l'heure, ils utilisent les clics d'écholocation pour se repérer, chasser et même communiquer. Ils captent des sons que nous, on ne pourrait pas capter également, quoi. Oui, le spectre est très très large. Par exemple, pour donner une idée, nous, on perçoit les sons qui sont compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc c'est ce qu'on considère comme étant le spectre de l'audible pour l'humain. Et donc les cétacés perçoivent aussi dans ces gammes de fréquences, mais voilà, ils peuvent percevoir des ultrasons. Et certaines espèces de dauphins, notamment des dauphins de rivière, qui sont complètement aveugles finalement, parce qu'il y a des espèces de dauphins qui sont complètement aveugles, qui vivent dans des milieux très turbides et qui n'utilisent pas du tout la vision, et ben, ils peuvent percevoir des sons jusqu'à 280 000 Hz. Donc voilà, 100 fois... Plus élevé, voilà, 100 fois plus élevé que nous. Donc une gamme de fréquences audibles pour eux qui est très très large, donc qui va des sons audibles pour nous jusqu'à des sons très aigus, donc des ultrasons. Et voir aussi les infrasons pour pour les baleines qui peuvent émettre des sons qui sont inaudibles pour nous parce que trop graves. Mais par contre, eux, plus le son est grave, plus il peut diffuser loin. C'est pour ça qu'on sait que les baleines peuvent communiquer d'un bassin d'un océan à l'autre, donc sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc ça, c'est seulement pour les gros individus qui peuvent descendre et se mettre dans des couches d'eau qui sont relativement stables et où les ondes sonores très, très grande fréquence peuvent circuler sur de très très grandes distances. Je crois qu'on avait une question là-haut. Est-ce que les dauphins des rivières sont les dauphins roses? Oui. Oui, alors, il existe 5 espèces de dauphins de rivière, donc les dauphins roses dont vous parlez, et ils ont des tout petits yeux proportionnellement à leur corps par rapport aux autres dauphins. Et ils ont le sens de la vision n'est clairement pas du tout leur sens principal. Et en plus, ils vivent dans des milieux dans lesquels la visibilité est très faible. Donc, ils ont compensé par un développement très important de leur sens auditif et aussi par l'utilisation de sens tactile. Ce sont des dauphins qui possèdent des vibrisses. Donc c'est des moustaches. En fait, les vibrisses, c'est comme les chats qui ont des moustaches tactiles. Et du coup, ces vibrisses leur permettent aussi de sentir leur environnement, de toucher le fond. Donc ce sont des poils tactiles. Donc ils compensent l'absence de vision par des sens plus développés, notamment auditifs et tactiles. Les dauphins roses font partie de ces dauphins de rivière, effectivement. Et juste avant de prendre la question, aussi, de plus en plus, on découvre qu'ils sont sensibles aux champs magnétiques et aux champs électriques. Et donc, notamment les dauphins de rivière peuvent détecter leur proie dans le substrat, dans la boue cachée derrière les roches, grâce à l'électricité qui est émise par les mouvements, par le muscle. Et donc ça date de cette année, une vraie expérience qui a montré que expérimentalement, les dauphins peuvent repérer les endroits où il y a de l'électricité dans l'eau. Ok. Oui. Alors, dans quelle région du monde on peut retrouver des dauphins de rivière et quels sont leurs volumes? Alors, des dauphins de rivière, il y en a en Inde, en Chine et en Amérique du Sud.
Donc, dans les grands fleuves, voilà, le Gange, le fleuve Amazonie. Et qu'est-ce que vous entendez par volume? Leur taille à peu près? Ce sont des dauphins qui font entre 3 et 5 mètres. C'est des espèces... il y en a des plus petits, hein, il y a différentes tailles, mais c'est beaucoup plus petit que les tulkuns, par exemple. Je dirais que ça fait entre 2 et 5 mètres. Mais par contre, ce sont des espèces qui sont extrêmement en danger. Il y a une espèce qui a disparu il y a une dizaine d'années, le dauphin, le baji, dauphin de Chine, parce que leur habitat est extrêmement dégradé. Oui, quasiment tous, ils sont en danger critique d'extinction parce qu'il y a de la pêche, parce qu'il y a des barrages, parce que les rivières sont des milieux plutôt clos et donc vraiment soumis aux impacts des humains. Alors, la question, oui. Alors du coup, donc on voit dans l'extrait qu'ils se parlent avec le langage des signes. Est-ce que c'est possible avec les espèces que vous connaissez? En fait, ça fait partie d'un des grands fantasmes des chercheurs qui ont travaillé sur les cétacés, c'est de communiquer avec eux, puisqu'on sait que ce sont des animaux qui ont développé des modes de communication complexes, qu'on est très loin d'avoir décryptés. Et il y a quelques chercheurs qui ont essayé de développer des langages basés sur le langage des signes ou des sifflets ou des choses comme ça. Le problème, c'est que en fait, c'est les humains qui essayent d'imposer leur forme de langage aux cétacés pour essayer de les comprendre. Et les études qui sont les plus prometteuses, c'est celles qui vont plutôt essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de les écouter et de décrypter ce qu'ils disent plutôt que de vouloir leur imposer notre langage. Donc il y a eu des expériences, et on voit qu'on peut leur apprendre beaucoup de choses, basées sur des signes, sur des sons. Le problème, c'est que c'est nous qui leur apprenons notre langage et pas nous qui essayons de comprendre le leur. Alors, du coup, dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, on voit Payakan qui avale un banc de poissons. Et donc, on peut se poser la question sur le régime alimentaire des baleines à bosse, notamment, ou des cétacés de manière générale. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est assez bien fait d'ailleurs. Ça peut ressembler à une baleine à bosse qui avale, donc elle a ce comportement d'ouvrir grand la bouche et d'accumuler des grandes quantités d'eau, et ensuite elle filtre, elle fait ressortir cette eau à travers ses fanons, et donc en capturant ces petites proies. Donc la baleine à bosse en particulier, elle est capable de s'adapter à plein de proies différentes parce qu'elle migre, et tout au long de sa migration, si elle croise du krill, elle va manger du krill. Si elle croise des petits poissons, même jusqu'à des morues, donc quand même des poissons assez gros. En Atlantique du Nord-Ouest, elle mange des morues, des gros poissons. Ça peut être sinon ce qu'on appelle les poissons fourrages, des caplans, des sardines. Et la morue, elle va aussi le capter comme ça? Ouais. Donc là, il faut des cétacés qui sont capables de nager assez vite. Donc c'est la baleine à bosse, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines baleines qui sont plus ce qu'on appelle les écrémeuses, c'est-à-dire que tranquillement elles vont se balader en surface de l'eau, enfin dans la colonne plutôt proche de la surface, et là elles vont filtrer passivement le krill au travers de leur fanon. Donc il y a des stratégies alimentaires différentes, mais clairement là ça ressemblait à des mouvements alimentaires de baleine à bosse. Alors moi, ça m'a fait rire cet extrait parce qu'elle ouvre grand sa bouche et elle avale des centaines de litres d'eau. Par contre, il n'y a pas du tout de filtre, elle n'a pas de fanon. Donc du coup, moi je me demandais en tant que biologiste comment elle va faire le tri entre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut recracher, puisque les baleines à un fanon... Bertrand a parlé de krill, donc juste pour préciser, ceux qui ne savent pas ce que c'est le krill peut-être, c'est des petites crevettes microscopiques, c'est du zooplancton, donc c'est des minuscules crustacés. Et c'est d'ailleurs étonnant de se rendre compte que les plus gros animaux de la planète se nourrissent de si petits animaux. Voilà, et les fanons, ça fait comme un rideau de lames cornées, c'est fait comme nos ongles en fait, c'est de la kératine.
Et c'est des lames cornées. Et donc, comme disait Bertrand, elle avale tout. Et après, avec sa langue, qui va jouer un rôle de piston, elle envoie sous pression. En fait, elle va faire gicler l'eau, ressortir l'eau au travers de ses fanons. Et ils ne vont rester accrochés sur ces fanons que ce qu'il faut conserver pour se nourrir. Donc, je ne sais pas bien comment les Tulkun font pour faire le tri entre l'eau et le... Une petite erreur, peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a un geyser comme les baleines? Alors, on va faire un petit sondage là. Ouais, ce que j'imagine, tu veux dire geyser, c'est quand elles crachent par-dessus par leur évent. Ouais, on pense que c'est de l'eau, mais en fait c'est de l'air, parce que c'est tout simplement leurs narines qui, au cours de l'évolution, c'était pas pratique de les avoir devant le nez parce qu'ils seraient dans l'eau. Donc pour pouvoir inspirer et expirer, ces narines, progressivement, elles ont migré sur l'os frontal. En fait, c'est les os crâniens qui se sont modifiés au cours de l'évolution. Et du coup, elles se retrouvent à avoir les narines au sommet du crâne, ce qui leur permet d'aspirer l'air et de le recracher. Ce qu'on voit dans les films, quand c'est de l'eau, en fait, c'est pas de l'eau, c'est juste de l'air. Mais il y a toujours une petite pellicule d'eau quand elle remonte en surface, forcément. Et puis aussi, il y a un petit peu de particules... du surfactant, disons un peu de liquide qu'il y a dans leurs poumons qui ressort. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on capture ça, comme pour nos recherches, on capture ce souffle pour voir les hormones de stress, par exemple, pour voir si les baleines sont stressées par différents sons, bruits, bateaux, etc. Ou on peut aussi avoir leurs hormones sexuelles pour savoir si c'est une femelle gestante ou une jeune, etc. Donc on utilise ce geyser qui est finalement pas de l'eau, mais juste de l'air avec de l'eau, quoi, disons. En fait, ça serait très très grave si c'était de l'eau qui sortait par les vents, donc cette narine transformée au sommet du crâne, parce que ça voudrait dire que l'animal a inhalé de l'eau, pardon, et inhaler de l'eau quand on est un mammifère, ça veut dire se noyer. Donc en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui donne l'impression que ça fait un nuage autour, en plus de ce qu'a dit Bertrand, c'est aussi le fait que l'air qui est contenu dans la baleine, quand elle respire, c'est de l'air qui est chauffé à sa température, donc qui est à 36 degrés, et qui va être expulsé lors de l'expiration sous pression dans un air qui est plus froid, et ça fait donc un nuage de vapeur, juste parce que de l'air chaud envoyé sous pression dans l'air froid, ça fait un nuage. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il y a un geyser, et c'est comme ça que, dans tous les contes, les livres au Pinocchio, on voit que il y a un geyser qui sort de la baleine, ça se peut pas. Ça, c'est juste physiologiquement impossible. Alors, une dernière question. On arrive à la fin du coup de l'intervention. Techniquement, comment vous collectez la matière? Je répète, tout le monde n'a pas forcément entendu. Ouais, alors on capte le souffle soit par des longues perches, mais là forcément on stresse les animaux, on stresse aussi les chercheurs parce qu'on est à côté d'animaux qui font 25 mètres, qui peuvent renverser le bateau à tout moment. Donc maintenant on utilise des drones qui vont aller se placer et avec des récipients, des contenants qui vont absorber, qui vont capter ces petites gouttelettes. Ensuite, on ramène ça le plus vite possible. On rince tout ça, on le met dans un flacon et ensuite, en laboratoire, on peut, avec des techniques aujourd'hui qui peuvent déceler des concentrations en nanomol par litre, c'est-à-dire des concentrations infimes de ces hormones. C'est un peu, du coup, maintenant, ce qu'on utilise comme prise de sang pour connaître la santé des baleines, parce que clairement, lui demander de nous présenter une veine, ça marche pas pour des baleines. Donc en prenant leur air exhalé, on arrive à quand même mesurer certains paramètres biologiques et de santé. Merci beaucoup. On arrive du coup à la fin de l'intervention. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'était passionnant. On peut les applaudir, vous avez raison. Et je rajoute aussi qu'on sera là après la présentation si vous avez d'autres questions. Voilà. On va être content d'y N'hésitez répondre. pas si vous avez d'autres questions. Donc on va finir ce temps avec un petit jeu, donc le quiz, et ensuite n'hésitez pas, voilà, les intervenants sont là pour discuter. C'est parti pour le petit jingle. Alors, vous pouvez jouer aussi. Alors, tu as levé la main tout en haut, tu voulais dire quelque chose ? Tu peux pas le faire, ok. Écoute, tu pourras jouer, essaye de répondre comme ça et tu verras si
si tu as du coup juste. Sinon, il peut y avoir des personnes qui peuvent jouer avec toi. Voilà, à côté, on te propose. N'hésite pas. Alors, du coup, voilà. On a le fameux code PIN. Donc, vous allez sur kahoot.it ou directement sur l'application si vous l'avez téléchargée et vous entrez le code PIN, donc 379 7082, et vous mettez votre nom. Ou pas forcément votre nom, vous mettez ce que vous voulez. Oui. Alors, normalement, il y a écrit code PIN. Attendez, je vais... Il y a écrit participer et vous mettez le code PIN. Non, quand on ne connaît pas l'application, c'est normal. Alors du coup, il y aura 10 questions sur l'univers d'Avatar, donc 1 et 2. L'objectif, c'est de répondre le plus vite possible et de répondre juste. Parce que dans Avatar, en fait, le temps de réponse compte. Donc il y aura un podium en fait avec les 3 meilleurs, et les 3 meilleurs du coup repartiront avec des cadeaux que je vais montrer fissa. Voilà. Donc il y aura un petit jeu de cartes de BioViva, défi nature sur les animaux marins. Il y aura un petit du coup jeu de société sur le cinéma. C'est Pop Cinoche. Et il y aura ce magnifique bouquin sur Avatar 2, édité par Hugin et Ménine, voilà, avec plein de jolis clichés du film. C'est une sorte de petite encyclopédie, voilà, de Avatar 2. Alors, est-ce que tout le monde s'est connecté? C'est bon, on peut commencer. Donc c'est parti. Donc il y a 10 questions. On va commencer avec la première. La voix du quiz. Alors, première question, plutôt facile. Avec quelle partie de leur corps les Na'vi peuvent-ils se connecter entre eux ou à leur monture? On a leurs mains, leurs pieds, leurs tresses ou leurs cils. Alors, du coup, ça, on le voit dans les 2 films. C'est bien leurs tresses. La plupart ont su répondre. Bravo, bravo. Alors là, du coup, chaque fois, on a un petit tableau des scores. Donc, c'est Lila qui est en première. Alors, question numéro 2. Combien de doigts ont les Na'vi à chaque main? Donc c'est une réponse libre. Vous mettez soit un chiffre, soit tout en lettres. C'est bon aussi. Non, chiffre, c'est plus simple. Chut, il ne faut pas donner d'indices aux autres. Donc, fermez les yeux, repensez au film et repensez à leurs doigts. Alors, il y a une différence avec le nombre de doigts des Na'vi et des avatars. Ne tombez pas dans le panneau. Ah ah. Alors, c'était bien 4. Donc, les Na'vi ont 4 doigts, mais les avatars, du coup, ont 5 doigts. Lila, toujours première. On va passer à la 3e question. Combien de temps s'est écoulé entre les derniers affrontements du premier film et les aventures de Avatar 2? Alors là, du coup, c'est une échelle. Donc, essayez voilà, de positionner sur l'échelle. Et plus vous êtes proche, et plus vous allez gagner des points. Comme ça permettra de gagner quelques points quand même. Pensez aux enfants, à leur âge. Je vous donne quelques indices quand même très, très précieux. Et donc, on va découvrir... Non, joue avec nous. Et donc, c'est exactement 15. Le premier Avatar, c'est en 2154 et le Avatar 2, c'est en 2169. Donc, il fallait penser un petit peu aux âges des enfants. C'était des ados, on pouvait penser qu'ils avaient 14-15 ans, à peu près. Et que c'était un petit peu... qu'ils ont fait vite des enfants après Avatar 1.
Alors, on va passer à la prochaine question, la question 4. Pourquoi Jake Sully et sa famille décident de fuir dans les zones côtières de Pandora, donc dans Avatar 2, pour explorer de nouveaux territoires, pour rencontrer les Metkayina ou pour apprendre à mieux nager sous l'eau, ou, parce qu'ils sont poursuivis par la RDA. Alors, normalement, si vous avez vu le film, ça devrait pas être trop compliqué. Et c'est bien parce qu'ils sont poursuivis par la RDA. Donc, RDA, c'est Resources Development Administration. On passe alors à... On a un nouveau podium. Julie prend le large. Alors, on va du coup passer à la question suivante. Donc, c'est une question où vous pouvez avoir plusieurs réponses. L'actrice Sigourney Weaver joue plusieurs personnages, lesquels? Donc, on a Kiri, Grace Augustine, Ronald ou Tireya. Alors, si vous n'avez pas eu cette information, elle a joué plusieurs personnages, mais lesquels? Alors, du coup, c'était Kiri et Grace Augustine. Donc, Grace Augustine, c'était son personnage. Donc, elle est décédée sur Avatar 1. Et Kiri, en fait, c'est sa fille. Bon, alors, je vais peut-être spoiler, mais normalement, tout le monde a vu Avatar 2. Et donc, du coup... Non, mais c'est une information qu'on a très, très rapidement. Et donc, du coup, elle joue elle-même donc, les deux personnages. Elle et sa fille. Alors, on va voir le tableau des scores. Nicole passe devant. Rien n'est joué. On va passer à la prochaine question. Donc, quel acteur-actrice a battu le record de l'apnée la plus longue sur un plateau de tournage, soit 7 minutes 15, donc sur le plateau de Avatar 2? Sam Worthington, qui fait Jake Sully, Zoé Saldana, qui fait Neytiri, Kate Winslet, qui du coup incarne Ronald, ou Stephen Lang, le colonel Miles Quaritch, le méchant. Alors, qui a battu ce record? Donc, c'est Kate Winslet. Et en fait, c'était Tom Cruise qui avait ce record sur Mission Impossible 5 avec 6 minutes d'apnée. Au début, apparemment, Kate Winslet n'était pas du tout performante, mais elle s'est entraînée durement pendant 4 semaines et a battu le record. Donc, bravo. Donc, toujours Nicole en premier. On va passer à la 7e question. Combien d'enfants biologiques a Jake Sully? Et oui, il est entouré de pas mal d'enfants, mais combien sont ses propres enfants? Donc ça, on le voit au début. Donc essayez de vous remémorer tous les personnages. Alors, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Il en a 3. Donc c'est Neteyam, Loak, qu'on a vu sur un extrait tout à l'heure, et Tuck. Et du coup, il a adopté Kiri, la fille de Grace, et un peu Spider aussi, un autre personnage qu'on voit par la suite. Alors, petit point sur les scores. Nicole, première. Mais bon, il n'y a pas une énorme différence non plus de score, donc ça peut se jouer encore sur les prochaines questions. Question 8. Lorsque Loak rencontre Payakan, celui-ci est blessé par un harpon. À quel endroit? Sur sa queue, sur une nageoire, sur son flanc ou sur sa mâchoire? Pareil, il faut fermer les yeux, remémorez-vous donc le film. Donc il est blessé par un harpon, il lui enlève le harpon. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et c'était bien sur une nageoire. La plupart des gens ont réussi à trouver. Alors, Nicole garde sa place. Léa revient. Et on a la prochaine question. De quelle couleur est la amrita, substance convoitée présente dans le cerveau des Tulkuns? Donc, on voit qu'on veut chasser les Tulkuns justement pour cette substance-là. Donc, elle est rouge, bleue, jaune ou verte? Alors, souvenez-vous. Donc, il la récupère dans des longs tubes en verre, il me semble. Et on voit du coup la couleur à ce moment-là. Et c'était bien du jaune. Bravo, bravo, bravo. Alors, Nicole, toujours première. Et on va passer à la dernière question.
lequel de ces mots n'est pas un mot Navi? Donc c'est une négation, faites attention. Lequel de ces mots n'est pas un mot Navi? Eywa, Omatikaya, Ikran ou Aya? Alors, lequel de ces mots n'est pas un mot Navi? Lequel de ces mots, du coup, Diekskelé et sa famille ne prononcera jamais? C'était un peu plus compliqué. C'était Aya, qui veut dire bonjour en langue elfique dans Le Seigneur des Anneaux. Donc on est dans un autre film. Et du coup, voilà, les autres... alors, on passe tout de suite... Océane veut absolument connaître le podium. Donc on a eu Julie Chachauve en 3e, Nicole en 2e, et finalement Nicole s'est fait battre par Léa. Bravo à toutes les 3. Alors du coup, ce qu'on va faire pour les cadeaux, donc Léa va venir me voir et choisir un des 3 cadeaux. Et ensuite, on aura du coup Nicole et Julie prendra ce qui restera. Donc Léa, viens me voir. Que veux-tu? Bravo, voilà, on peut applaudir Léa, qui a gagné sur la dernière question, je pense. Alors, le bouquin, le petit jeu, tu choisis. Le livre, je comprends. Bravo. Du coup, Nicole. Alors, du coup, il y a les 2 jeux. Hop, et on va... Je vais venir. Poup, poup. Donc, lequel? Le petit défi nature sur les animaux marins ou sur le ciné? C'est défi nature sur les animaux marins. C'est des petites cartes. Ouais, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu sur le cinéma. Allez-y, tic-tac. Celui-là, bravo. Et donc, du coup, on a le dernier jeu sur, du coup, Julie. Bon, je le laisse, du coup, hop. Bravo à toutes les 3. Bravo pour ce podium féminin. Donc, merci au réseau des médiathèques et de la culture scientifique de la métropole de Montpellier pour cet événement. Merci beaucoup aussi à nos soutiens, donc FEDER, Région Occitanie et le ministère de la Culture. Un grand merci à nos 2 intervenants qui étaient super. On peut les applaudir, du coup, Aurélie Séverier et Bertrand Bouchard. Merci à vous, merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bel événement. N'hésitez pas du coup à venir sur les réseaux sociaux, rencontrer notre travail et découvrir plein de choses comme ce que vous avez fait aujourd'hui. Bonne fin de journée à tout le monde et merci beaucoup. N'hésitez pas à parler avec les chercheurs si jamais, si vous avez encore des questions.